Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 19 février 2023. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, Freddy s'est intensifié pour passer au stade de cyclone tropical très intense dans la nuit du samedi 18 février selon Météo Madagascar. Ainsi, les régions Atsinan, Vatfav et Fitfnan sont placées en alerte jaune de menace et les prévisions restent inchangées. Freddy est prévu toucher les côtes de la Grande Île entre Vatoumange et Manakar d'ici la nuit du mardi 21 février avec des vents autour de 175 km/h au moment de l'impact. Reportage. La menace est bien réelle pour Madagascar. Freddy s'est intensifié dans la nuit du samedi à dimanche et est classé à présent comme cyclone tropical très intense. Il n'était plus qu'à 1800 km à l'est-nord-est d'Ouamas aujourd'hui vers 9 h selon Météo Madagascar. Freddy continue son trajet vers l'ouest avec une vitesse de 23 km/h et il est prévu toucher la Grande Île dans la nuit du mardi 21 février entre Vatoumange et Manakar avec des vents autour de 175 km/h au moment de l'impact. De ce fait, 3 régions dont Atsinan, Vatfav et Fitfnan sont placées en alerte jaune de menace à partir de ce jour. Ces régions sont conseillées de renforcer les préparatifs afin de réduire les éventuels dégâts. Et quant à l'alerte verte, elle est étendue aux autres régions susceptibles d'être touchées par ce cyclone, notamment les régions Analadirouf, Atsimotsnanan, Alochamangour, Analamang, Itas, Vaknakaraj, Amromani, Matiachambun, Menabe, ainsi que les districts de Beruru, d'Ankazwab, de Sakara, de Murumbe et de Tuliara 1 et 2, selon toujours le service météorologique. Par ailleurs, les usagers de la mer de la côte Est, entre Saint-Bave et Cap-Sainte-Marie, sont incités à ne plus poursuivre leur activité à partir de lundi soir, car les houles générées par le cyclone tropical très intense Freddy commenceront à déferler sur les côtes, selon toujours Météo Madagascar. En éducation, le nombre de centres de formation en langues étrangères à Antananarivo augmente de plus en plus. La maîtrise d'autres langues, à part la langue française et la langue malagasse, est indissociable au développement selon l'avis d'un responsable d'une université privée, CIS à Ndavamamp, qui vient d'ouvrir un département en langue étrangère vendredi dernier. Les détails avec Sa Sylvain, Anela Martina et Sech Adjianapu. On peut dire que peu de personnes maîtrisent la langue allemande à Madagascar. De plus, peu de jeunes s'y intéressent alors que le fait que Madagascar ait une population qui maîtrise la langue allemande et d'autres langues étrangères représente un énorme avantage qui contribue même au développement de l'économie nationale, explique ce responsable au sein d'une université privée située à Ndavamamp. Le fait que la population d'un pays maîtrise plusieurs langues étrangères génère des financements et crée également des emplois, attire des touristes, ce qui conduit au développement selon toujours les explications. La perception qu'il est difficile d'apprendre une autre langue étrangère représente un obstacle pour les Malagasy en général, en particulier les jeunes. Et aussi le fait de penser que cela prend du temps. Mais apprendre une langue étrangère, selon un professeur, commence par l'habitude de parler et de communiquer avec les gens. Actuellement, cette université privée mène une étude sur l'assiduité des Malagasy dans l'apprentissage des langues étrangères. Cette dernière, qui vient d'ouvrir un centre de formation et ambitionne de mettre en place un département qui enseigne des langues étrangères et plusieurs autres filières. Dans un tout autre contexte, 900 plantes endémiques de Madagascar ont été plantées à Nousfoulamaït aujourd'hui. Un reboisement réalisé conjointement par le président du Sénat, une école locale et l'association allemande Sakazani Madagascar. Les élèves participent au reboisement depuis 23 ans maintenant. Reportage. Les élèves de cette école 6 à Nousfoulamaït sont habitués à faire du reboisement et c'est aussi un devoir envers le pays. Depuis 22 ans, l'école participe chaque année à la restauration de la couverture forestière de Madagascar. Cette école a été créée par le président du Sénat, Herman Anarasafmaïf, en l'an 2000 pour les enfants vulnérables. Ceux qui y sont passés ont été formés à la protection de la forêt et de l'environnement selon les informations. Cette année, les étudiants avec leurs parents et le président du Sénat ont effectué le reboisement avec l'ambassade d'Allemagne à Madagascar. En effet, l'ambassade d'Allemagne est le parrain de cette école. Ainsi, 900 jeunes plantes endémiques de Madagascar ont été plantées aujourd'hui. Les élèves eux-mêmes font le suivi de chaque arbre qu'ils ont planté au cours de l'année. Au début, la terre où se trouve l'école était un terrain aride et elle est maintenant recouverte de forêts.
Restons toujours dans ce même contexte. Une entreprise privée installée à Antirabé a effectué un reboisement samedi et a planté 5000 jeunes plantes de frênes. La direction de cette entreprise a institué la restauration de la couverture forestière de Madagascar comme une valeur. Donc, en plus de faire de reboisement chaque année, l'entreprise fournit également des jeunes plantes à la région et à la direction régionale de l'environnement du Vakna-Karaj et à diverses organisations. Les détails avec Jameson Ranjian-Armanan, Viva Antirabé. 300 000 jeunes plantes par an, plus 100 000 de la part des partenaires sont produits ici dans la pépinière d'une grande entreprise privée à Antirabé. Les plantes sont distribuées gratuitement à la région, à la direction régionale de l'environnement et à différentes organisations en coopération avec le gouvernement dans la restauration de la couverture forestière de Madagascar, selon Alain Rassouanev, secrétaire général de l'entreprise. Environ 3 500 000 jeunes plantes ont été produites par cette entreprise depuis 2005. La direction de l'entreprise a institué la restauration de la couverture forestière de l'île comme une valeur. Ainsi, chaque année, ils font leur part de reboisement. Et pour cette fois, cela a lieu samedi à Vnankarin. 5000 jeunes plantes de frênes ont été plantées à cette occasion. Ce type d'arbre a été spécialement choisi car elle pousse rapidement, retient l'eau et peut être utilisé pour fabriquer des meubles selon toujours les explications. Le responsable de l'entreprise a déclaré qu'une équipe spéciale a été nommée pour faire un suivi des arbres plantés afin d'obtenir de bons résultats. Le taux de réussite du reboisement de l'an dernier pour cette entreprise a atteint 80%. Page culturelle pour continuer, même loin de leur ville d'origine, ceux issus de la tribu Timiette qui réside à Antananarive suivent toujours et transmettent les traditions de leurs ancêtres ainsi que leur éducation communautaire. Samedi, ils ont pratiqué la tradition Fanatilei à Varachetamur. Les Zulubés de cette tribu affirment qu'il est nécessaire d'éduquer les jeunes d'aujourd'hui dans cette voie traditionnelle face à la nouvelle ère technologique et les progrès qu'elle apporte. Les détails avec Cécile Sylvain et Sech Adjianabou. Comme à chaque début d'année, une rencontre doit avoir lieu entre les personnes de même origine et celles issues de la région Sofia qui composent la tribu Timieti. Lors de la rencontre, ils appliqueront la tradition appelée Fanatilei. Cette tradition peut être interprétée comme une manière de respecter les dirigeants. La tribu Timiette qui n'avait pas de roi, selon l'histoire, et à la place du roi, les parents ou les sous-abbés sont les maîtres de cette tradition Fanatilei selon les explications. Pour la tribu Timieti, le Fanatilei pour cette année 2023 a eu lieu à Varachetamur samedi et les parents ont transmis cette tradition aux jeunes et aux enfants. Nous sommes tous conscients de l'évolution de la technologie et des progrès qu'elle apporte. Mais les traditions telles que le Fanatilei ne doivent pas être oubliées afin d'éduquer les jeunes, souligne Célestin Soulnjazan, représentant du Fuk Timieti. En outre, il existe encore de nombreuses traditions qui peuvent être évoquées et transmises aux jeunes. Il existe également de nombreux types de recherches qu'il effectue actuellement afin de restaurer les traditions délaissées selon toujours les explications. Et concernant la situation épidémiologique de la Covid-19 à Madagascar, selon le bilan hebdomadaire publié par le ministère de la Santé publique aujourd'hui, 3 nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus sur 272 tests effectués durant la semaine du 11 au 17 février 2023. Ces 3 cas confirmés sont tous enregistrés dans la région d'Analamang. Aucun décès lié à la Covid-19 n'a été recensé cette semaine. Néanmoins, un malade présente une forme grave de la maladie et le nombre de cas actifs dans tout Madagascar est donc de 4 actuellement. Et concernant maintenant les actualités internationales au Brésil, le célèbre carnaval de Rio de Janeiro a été toujours irrévérencieux, plusieurs fois censuré notamment pendant la dictature. Et cette année, plus que jamais, après la tentative de coup d'État de janvier dernier, la politique s'invite dans ses rangs et les fanfares de rue ont décidé d'en profiter pour dénoncer ces récents actes antidémocratiques. France 24. Samba, paillettes et déguisements, tous les ingrédients des fanfares de rue du carnaval de Rio sont réunis. Avec une touche en plus pour le Bloco do Barbas, son message politique. Je vais me bourrer à la démocratie. Les Brésiliens souffrent beaucoup à cause de la crise politique. Alors il n'y a rien de mieux que de s'en amuser, d'en rire plutôt que d'en pleurer. Ce Bloco est l'un des plus traditionnels de Rio. Krika Rodrigues est la fille de son fondateur, un ex-prisonnier de la dictature militaire. Il avait ouvert un restaurant où les intellectuels de la résistance se réunissaient.
Le Barbas était un restaurant politique. Au début des années 80, il y avait encore une plaque sur les murs des restaurants qui indiquait qu'il était interdit de jouer de la samba. Et ce restaurant faisait la promotion de la musique et de la culture. Il y avait des expositions, des cercles de poésie, du théâtre et il y avait beaucoup de débats politiques. Le Bloco do Barbas est né il y a 38 ans de l'identité de ce restaurant. Les sambas que le groupe compose sont à chaque fois des satires politiques. Et cette année, l'ex-président Jair Bolsonaro est dans le viseur. C'est le premier carnaval depuis la fin de son mandat. Jair Bolsonaro a déclaré en septembre dernier qu'il était inébranlable. Mais ce n'est pas le cas, il a perdu les élections. Donc nous en profitons pour nous moquer de lui, c'est trop drôle. C'est pour ça que notre chanson s'appelle « Inébranlable, tu as perdu mec ». Sans Covid, sans Bolsonaro, je veux remercier le ciel. Ce n'est que du bonheur, ce qui est l'essence même du carnaval. Après le traumatisme d'une tentative de coup d'État début janvier à Brasilia, et malgré la crise économique, les Brésiliens font preuve de résilience et comptent bien profiter de cette semaine de célébration. Côté Turquie, le séisme en Turquie et en Syrie qui a fait plus de 44 000 morts, selon le dernier bilan des autorités, a également détruit ou sérieusement endommagé des pans entiers du patrimoine historique. Dans le sud de la Turquie, le château de Gaziantep a subi de graves dégâts. L'heure est à l'évaluation des dommages en vue d'une réhabilitation qui prendra du temps. Toujours avec France 24. Entre 40 et 50% du patrimoine culturel aurait été détruit dans la province de Hatay. Ce chiffre que nous a communiqué l'UNESCO n'est qu'une estimation pour l'instant, car les dégâts sont extrêmement importants dans cette région. Rien qu'à Antakya, ville profondément meurtrie par le séisme, eh bien, certains quartiers sont inaccessibles à cause des tonnes de gravats, empêchant les agents d'aller faire une estimation des dégâts. Le musée de la ville, nous a-t-on dit, a été miraculeusement épargné et le directeur de l'établissement a déjà fait savoir qu'il essaierait de rouvrir le musée le plus vite possible, car c'est l'un des objectifs du gouvernement turc, essayer de relancer la politique culturelle en faisant donc cette estimation des dégâts, mais aussi en lançant des travaux de restauration le plus vite possible. Il y a environ 500 agents gouvernementaux qui travaillent en collaboration avec l'UNESCO, qui sont sur le terrain pour faire ce travail, mais cela devrait durer encore plusieurs semaines. Une inquiétude concerne un site en particulier, celui de la forteresse de Diyarbakir, ville ancestrale, avec notamment des joyaux des époques romaines et byzantines. Dans une autre ville, à Gaziantep, eh bien, le château qui est lui aussi et forteresse, eh bien, s'est partiellement effondré et inquiète aussi les autorités. On nous dit que le château de Gaziantep sera reconstruit quand, évidemment, c'est impossible à prédire pour l'instant, tant les dégâts sont importants, mais que ce soit pour Gaziantep, pour tous les autres sites endommagés dans les régions sinistrées, eh bien, cela va prendre certainement de nombreuses années. Et malgré la situation en Iran, plusieurs Iraniennes sur le territoire français sont actuellement menacées d'expulsion. Suivant ce reportage de France 24 qui a rencontré l'une d'entre elles, passée par la Grèce avant d'arriver en France. Derrière ses cheveux blonds, le destin brisé de Marjane, une femme iranienne persécutée tant par le régime que par des proches. Elle a fui son pays il y a déjà 5 ans. Un soir, alors que je faisais du vélo, des gens ont commencé à m'insulter et à m'agresser. J'étais ensuite arrêtée, juste parce que je faisais du vélo. On m'a mise en garde à vue. La police me disait « Pourquoi tu réponds ? Il ne faut pas que tu fasses du vélo, ni que tu te défendes. » Et c'est surtout après mon divorce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Les gens en Iran ont un regard différent sur les femmes divorcées. Les hommes, dès qu'ils comprenaient que j'étais divorcée, de mauvaises idées leur venaient dans la tête. Des gens ont abusé de moi. Personne ne m'a protégée. C'est pour ça que j'ai quitté l'Iran. Elle débarque alors seule en Grèce où elle obtient le statut de réfugiée. Sans aucune aide, Marjane vit à la rue et subit de nouveaux viols et agressions sexuelles. Jusqu'à il y a quelques mois où elle décide de fuir, mais alors qu'elle essaye de passer de la France à l'Angleterre, la police française l'arrête. La préfecture menace alors de l'expulser vers l'Iran. Aujourd'hui, c'est jour d'audience. Son avocat a déposé un recours. Parmi ses arguments juridiques, le statut de réfugié de Marjane, qui rend normalement illégal un renvoi dans son pays d'origine.
L'audience, à laquelle nous ne sommes pas autorisés à assister, sera décisive pour elle. Le juge devrait rendre une décision d'ici la semaine prochaine sur son cas, mais d'après nos informations, au moins 2 autres femmes iraniennes ont été placées en centre de rétention et sont actuellement menacées d'expulsion vers l'Iran par les autorités françaises. Depuis un certain nombre de mois, il y a une pression qui vient directement du ministre de l'Intérieur, qui incite les préfets à faire largement usage de leur pouvoir d'édicter des obligations de quitter le territoire. La pression est telle que les préfets n'agissent plus avec aucun discernement. Contacté, la préfecture n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Et ce reportage termine notre édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.